Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Le Monde en 7, votre émission qui vous permet de faire le tour de l'actualité au cours d'une semaine. Aujourd'hui, 5 sujets à aborder au cours de cette émission. Nous parlerons d'abord de la Russie et de l'Ukraine. 4 chefs d'État africains entament des pourparlers avec Zelensky puis Poutine. Nous parlerons aussi du Mali, les citoyens à l'épreuve des urnes pour la première fois sous cette transition. Au Sénégal, le gouvernement justifie la non-arrestation de Sonko après sa condamnation. Nous reviendrons pour parler du Togo sous 2 angles. Le premier, le gouvernement veut sévir contre la dépravation des mœurs. Puis pour terminer, Togo, la commission électorale boucle l'opération de recensement. Pour en parler aujourd'hui, 2 invités sur ce plateau. Spero Maoulé, vous êtes le président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie GAGD. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, notre deuxième invité, il s'appelle Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Bonjour Gabin et bienvenue. Bonjour à toi et bienvenue à tous. Alors, nous abordons donc notre premier sujet, Ukraine-Russie. 4 chefs d'État africains entament les pourparlers avec Zelensky, puis Poutine. Une délégation de chefs d'État africains est arrivée ce vendredi en Ukraine dans le cadre de la médiation dans la crise russo-ukrainienne. La délégation africaine est composée du président sud-africain Cyril Ramaphosa, du Sénégalais Macky Sall, du Zambien Hakainde Hichilema, du président de l'Union des Comores Azali Assoumani et aussi du premier ministre égyptien Mustafa Madbouli s'est d'abord rendu en Ukraine chez Volodymyr Zelensky. Ils ont également pris part à une cérémonie de commémoration sur le site d'une fosse commune à Boutcha. La délégation a aussi été accueillie par des missiles russes sur Kiev. Elle s'est ensuite envolée pour Saint-Pétersbourg en Ukraine, en Russie plutôt, pour y rencontrer le président Poutine après avoir eu un entretien avec Zelensky. Alors, la commission ou bien la délégation africaine est arrivée effectivement en Ukraine pour cette médiation. Première étape, l'Ukraine rencontre avec Volodymyr Zelensky. La rencontre a bel et bien eu lieu, mais pas grand-chose à se mettre sur la dent pour le moment, Spero. Je pense qu'il est temps de recadrer un peu les choses. Parce que pour moi, c'est d'abord pas un pourparler qu'ils sont en train de chercher à faire. C'est même pas une médiation. Je pense que les thèmes sont un peu exagérés. Ils sont allés juste porter à l'attention des belligérants leur désir de voir revenir la paix. Parce que pour moi, pour pouvoir parler de médiation ou enfin, de chercher à obliger les gens à aller en pourparler, il faut quand même avoir la politique de ces moyens. Et je ne vois pas les présidents africains là, arriver à obtenir quoi que ce soit dans cette relation-là. Pour vous, déjà la base est faussée, il ne faut pas parler de médiation, parce qu'on n'a rien à mettre sur la table. Rien. Parce que en général, quand il y a des conflits et que vous voulez obliger les gens à cesser le feu ou à diminuer l'intensité de la guerre, c'est quand même qu'il faut avoir une certaine pression qui ne dit pas forcément son nom, mais sur les protagonistes. Et je ne vois pas en quoi les pays africains peuvent chercher. D'abord, quand nous prenons même les 2 parties, l'Ukraine a voulu que l'Afrique soutienne sa position en disant que la Russie a fait une invasion. Oui. L'Afrique n'a pas véritablement suivi ça. Donc ça veut dire que déjà l'Ukraine n'est pas en très bonne position pour dire oui à ce que les présidents africains iront dire. Et pourtant l'Ukraine a accepté cette médiation. Oui, mais c'est normal parce que apparemment, si on lit un peu entre les lignes, on se rend compte que cette délégation-là doit avoir été demandé par certains chefs d'État européens et donc qui ont dû dire à Zelensky d'accepter de les recevoir. Mais par contre, dans le même temps, Poutine se veut le paternaliste, le nouveau père de l'Afrique, et donc lui aussi va accepter de les recevoir. Mais en réalité, rien ne va changer. Vous voyez déjà la position de l'Ukraine, Zelensky qui dit oui, nous sommes d'accord pour parler, mais à condition que on arrête d'abord que tout le monde reparte et que l'Ukraine retrouve son intégralité avant. Alors, vous comprenez que c'est une autre façon de dire on ne pourrait pas parler. Or, est-ce que les présidents africains ont les moyens pour faire demander Poutine de retirer alors que c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est une querelle entre 2 pays, mais en réalité 2 blocs. Et il y a tellement d'égoïsme maintenant qui est rentré en jeu que personne ne voudrait perdre la face en disant que je renonce à la guerre. Donc du coup, il faut que quelqu'un mette de la pression sur l'une des 2 parties pour qu'on puisse espérer
que la guerre va se taire, ou alors il faut que les deux parties se lassent de faire la guerre et que ça diminue un peu et puis ça. Ce qui n'est pas prêt d'arriver tout voilà, de suite. justement. Mais quand vous prenez la guerre Iran-Irak, ça a été la même chose. À un moment donné, tout le monde était fatigué de la guerre, mais qui va être le premier à dire arrêtons? Donc c'est tout le problème. Et ce n'est pas sûrement les présidents africains, quelle que soit leur composition. Les gens ont dit que l'Afrique du Sud, comme c'est dans le BRICS, ça peut... Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas Zelensky qui fait la guerre. C'est les États-Unis et l'Europe. Officiellement, l'Europe, l'Union européenne, l'OTAN ne sont pas en guerre officiellement, même s'ils soutiennent l'Ukraine à se défendre. Ils fournissent des armes, ils fournissent des conseils, mais mais officiellement, ils ne sont pas en guerre. Oui, mais ils sont en guerre, tout le monde le sait. Et contre la Russie. Et la Russie, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je pense que la seule personne qui peut oser essayer de faire une médiation dans cette histoire, ça ne peut être que la Chine. Parce que la Chine, aujourd'hui, constitue également une certaine puissance. Oui. Et donc, la Chine peut essayer... peut-être épaulé par le Vatican, parce que ayant une puissance morale, et puis la Turquie, parce que en ce sens que la Turquie un peu fait le pont, et c'est la Turquie qui a favorisé les premières négociations qui ont eu lieu. Donc ça, oui. Bon, maintenant que les pays, les présidents africains aillent pleurer, bon, ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais bon, mais n'espérons quand même pas qu'ils vont obtenir quelque chose. En tout cas, c'est votre première lecture de la situation. Nous reviendrons tout à l'heure sur les réactions des uns et des autres par rapport à cette arrivée des présidents africains. Gabé Adjaro, une délégation africaine est bien arrivée en Ukraine. Elle a été effectivement reçue par Zelensky. Je le disais tantôt, accueillie aussi, quelque part par des missiles russes. Ils ont participé même à cette cérémonie de commémoration à Boutcha. Votre regard sur cette première visite de la délégation africaine, première étape en Ukraine? Oui, tu sais, déjà que la base pour moi, ça a été faussé. Ils étaient 7 à prévoir faire ce voyage-là, mais au finish, ils se sont rendus à 4. Ça montre déjà que, bon, même au sein de l'Union africaine, il y a pas une certaine union autour de cette idéologie-là, de mener une certaine médiation. Spiro vient de le dire, l'Afrique n'a pas les moyens de pression pour pouvoir mener cette médiation-là, parce que si tu veux imposer la paix ou bien mener la médiation entre ces deux pays, ces deux orgues-là, quand même, je dis deux ordres parce que l'Ukraine est soutenue par l'OTAN. On dit que bon, l'OTAN n'est pas en guerre totalement, mais ils sont en guerre. Ils ont déployé pratiquement 38 000 personnes, 38 000 personnes sur le territoire ukrainien pour pouvoir former les soldats ukrainiens. Et ils ont amené des chars indestructibles, selon leurs termes, qui ont été détruits la dernière fois par les Russes. Donc aujourd'hui, dire que on y va pour mener une certaine médiation entre ces deux pays-là, je trouve ça un peu osé de la part des Africains, d'autant plus qu'on avait pleuré à ce que le blé russe, le blé ukrainien et les engrais russes puissent venir sur le continent par certains moyens, ce qu'aujourd'hui Poutine est en train de dénoncer d'ailleurs, parce qu'il dit que dans les clauses, ce qui a été convenu que les engrais russes puissent venir en Afrique n'est pas respecté, alors que le blé russe, le blé ukrainien plutôt, continue de venir sur le continent, et on sait très bien qu'aujourd'hui l'Égypte est le premier importateur de blé dans le monde, donc du coup eux ils en ont besoin forcément. Donc je pense que beaucoup plus c'est dans les négociations économiques que les Russes et les Ukrainiens pouvons laisser du lest, mais penser que nous allons pouvoir régler la situation pour qu'il y ait la paix, d'autant plus que ces pays-là sont soutenus, la Russie ils ont leur soutien, et aussi l'Ukraine a ses soutiens. Donc on comprend clairement la situation aujourd'hui. Si les deux parties ne veulent pas la paix, d'ailleurs le message a été assez fort, parce que vous y allez pour la paix, et au même moment il y a des missiles qui sont lancés. Ça veut dire que vous ne représentez absolument rien sur ce plan-là. Aujourd'hui, l'Afrique, on n'a pas les moyens de pression sur ces deux pays-là pour les amener à la paix. Et moi, je pense que normalement, quand vous voulez mener ce genre de négociation, il faudrait quand même associer les ministres des Affaires étrangères et autres. Mais c'est plutôt un certain Jean Olivier qui a mené les négociations pour permettre à ce que les pays africains puissent être reçus par les Russes et aussi les Ukrainiens. Parce que Jean Olivier, il fait partie des conseillers de Vladimir Poutine qui sont dans le nucléaire et tout. C'est quelqu'un qui, sous Jacques Chirac, était un homme
très important dans la France-Afrique, mais bon, qui a été relégué au second rang par Emmanuel Macron dès son arrivée au pouvoir. Donc aujourd'hui, il s'est rangé pratiquement du côté russe et c'est lui qui a mené les négociations pour que on puisse rencontrer ces présidents-là. Aujourd'hui, la Russie qui prévoit organiser un sommet Russie-Afrique le 26 et le 29 juillet 2023, a tout intérêt à écouter les présidents africains. Il ne va pas les chasser parce que bon, son intérêt est en jeu. Il est sur le continent aujourd'hui. Il est en train d'avoir une certaine prépondérance sur le continent. Il a son ministre de l'armée a déjà fait un tour sur le continent. Et aussi, l'Ukraine a aussi prévu un sommet Ukraine-Afrique. Donc, du coup, ils ont intérêt à écouter. Ils vont certes écouter, mais ils ne vont pas lâcher du lest parce que les intérêts sont pratiquement ailleurs. Et pour faire la paix aujourd'hui, je pense que Spiro vient de le dire, la Chine, qui est un partenaire de la Russie et même de l'Ukraine, c'est pas la Russie aujourd'hui que les Européens arrivent à avoir du gaz. Et la Turquie aujourd'hui qui constitue un pont, eux, ils peuvent engager ce processus de paix là parce qu'ils ont les moyens de pression. Mais en Afrique, on est toujours là en tant que consommateur et on attend toujours le blé russe. On ne peut pas aller sur ce terrain pour imposer la paix aux Russes et aux Ukrainiens. On ne peut pas leur imposer la paix. C'est apparemment ce qui se fait déjà dessiner dans les réactions. Volodymyr Zelensky qui n'est pas prêt à aller à la table des négociations. Spiro le disait tout à l'heure. Si tant est que la Russie ne veut pas retirer ses troupes, si on ne veut pas retrouver l'intégralité du territoire ukrainien, on n'est pas prêt à discuter. Est-ce à dire que pour le moment, il n'y a pas d'espoir, tout espoir est perdu pour que cette mission africaine puisse réussir quelque chose au plan de l'obtention d'un accord de paix? Bon, c'est clair. Je pense que les pays africains n'ont rien à obtenir. Alors, dans quelles circonstances cette délégation aurait pu avoir une chance? Ce serait si, par exemple, les États-Unis et l'OTAN se rendent compte que la Russie a complètement gagné la guerre, mais il faut trouver une porte de sortie pour ne pas aller au nucléaire. Donc on va aller dire, et puis Zelensky va dire, ok, comme les gens ont dit, nous acceptons d'aller à la table de négociation. voilà. Ou alors, c'est Poutine qui sent que franchement ça ne va pas. Et donc dans ce cas, il va trouver l'occasion des présidents africains pour dire, ok, bon, je vous ai écouté, tout ça là, on va mettre un peu de vin et on va... Mais à l'heure actuelle, d'abord, il faut savoir que c'est une guerre qui est une guerre de désinformation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a dit que les missiles, on a déferlé des missiles une douzaine sur Kiev. Qui confirme personne. Donc, est-ce que c'est en tout cas, c'est la version des Occidentaux pour le moment. Voilà. C'est juste pour dire que voilà, la Russie n'est pas prête à accepter parce qu'au moment où la délégation est là, on continue pas encore bombarder. Mais est-ce que c'est vrai qu'on a bombardé? Personne ne peut le dire. En tout cas, nous, on n'a pas d'éléments suffisants pour dire que oui, c'est comme ça. Donc, en résumé, je pense que les présidents africains, eux-mêmes, ils doivent se dire qu'il n'y a pas véritablement une chance de succès à leur démarche. Ce qu'ils auraient pu faire, ça aurait été peut-être une démarche pour renforcer le canal, pour faire venir le blé et les engrais sur le territoire africain, sur le continent africain. Ça y est purement une négociation économique et commerciale. Dans leur intérêt. Pas une négociation de ce fait. Ils n'ont rien à trouver dedans. D'ailleurs, on a suffisamment nous-mêmes des territoires qui sont en crise. Et on ne les a pas vus faire des délégations pour aller régler. Il y a Khartoum qui est à feu et à sang. Ils ne sont pas allés régler ça. RDC, il y a le Sénégal même. Absolument. Mais c'est des gens qui sont allés en Arabie pour trouver des solutions. Mais nous-mêmes, on n'a rien fait pour eux. Et nous levons pour dire que nous allons faire des négociations entre deux blocs, même pas deux pays, entre deux blocs qui sont plus puissants que nous. Je pense que c'était une diversion. Alors, en réalité, ce qu'ils auraient dû faire quand ils sont allés, c'est peut-être de négocier comment faire venir le blé et l'engrais en Afrique. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de montrer que nous avons des chefs d'État qui ne mesurent pas la chance que nous avons aujourd'hui de prendre nos destins en main. Parce qu'en réalité, on n'a pas le blé, on n'a pas l'engrais. C'est vrai qu'on ne peut pas tout changer du coup. Mais c'est l'occasion de penser à voir si nous-mêmes en Afrique, nous ne pouvons pas trouver des produits de substitution qui pourraient nous permettre, en cas de crise comme ça, de pouvoir régler le problème. Maintenant, si on se lève pour dire on va aller régler, on va demander aux gens de se mettre en paix, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens se sentent, tous les deux camps se sentent en force.
Donc, c'est pas possible de chercher à faire la paix quand les deux camps pensent qu'ils ont la force. Il n'a pas capacité de vaincre cette guerre. Absolument. Et donc, tant que les gens vont avoir cette pensée-là, il faut imposer la paix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est la Chine, ça c'est peut-être la Corée du Sud n'est pas tellement puissante, mais quand elle s'allie par exemple à l'Inde et à la Chine, ils peuvent aussi mettre la pression. Bon, maintenant, les États-Unis ne peuvent pas faire entendre raison. Ils sont déjà à l'OTAN. Ils sont de l'autre côté, donc, sauf si les États-Unis demandent à l'OTAN de mettre bas à terre et de se retirer. Sinon, en tout cas, ce n'est pas les pays africains. Justement, parlant de l'OTAN, le secrétaire général de l'organisation a fait une déclaration justement sur la situation. Il estime qu'on a un agresseur qui est le président Poutine, Moscou et les forces russes. Nous avons également une victime de l'agression qui est l'Ukraine. Il pense aussi tout effort visant à trouver une solution pacifique doit partir de là, car c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans une situation actuelle. On demande donc aux dirigeants africains de s'aligner derrière cette position. L'agresseur, c'est l'Ukraine, et c'est la Russie. L'agressé, c'est l'Ukraine. Et tant que cette condition n'est pas posée, on ne pourra pas obtenir d'accord. Est-ce à dire, comme je l'ai demandé tantôt, que tout effort est perdu, et peut-être comme le suggérait Spero, qu'il faut plutôt orienter les discussions vers peut-être l'obtention d'un accord sur le plan commercial et l'acheminement des céréales vers l'Afrique, du moins pour pouvoir juste nourrir l'Afrique et se débarrasser de cette guerre. Je pense que nos dirigeants n'ont pas mesuré la mesure ou bien la portée de cette guerre-là, et aujourd'hui ne sont pas quand même arrivés à avoir une situation qui nous permettrait d'avoir une certaine autonomie, de pouvoir à travers cette guerre s'imposer sur le plan international. Et on veut toujours s'aligner, ce qui fait que bon, ces blocs-là essaient quand même toujours de nous faire positionner dans leur rang. Moi, je suis un peu dégoûté de voir cette situation qui est en train de se dérouler. La dernière fois, c'est vrai que le président sud-africain a quand même essayé de faire aligner la Chine, l'Inde et autres sur sa position pour pouvoir leur permettre d'aller en bloc soudé pour faire ces négociations-là, mais ils n'ont pas eu leur soutien. Et c'est rare d'avoir le soutien de ces pays-là qui sont quand même des partenaires d'affaires très puissants pour mener quelques négociations, que ce soit d'autant plus que vous êtes en position de faiblesse. Et ce n'est que le 3 juin qu'il a eu le soutien de la France, même si c'est un minimum. Beaucoup se sont dit que bon, peut-être la France est lassée de cette guerre-là parce qu'il souffre de la pénurie de gaz et d'hydrocarbures et tout. Mais aujourd'hui, je pense que nos chefs de l'État n'ont quand même pas pris la mesure. C'est une occasion pour nous aujourd'hui de pouvoir sortir à travers cette guerre-là. Les deux blocs, ils ne veulent pas faire la paix. Les Occidentaux, ils sont quand même très têtus là-dessus. Ils veulent quand même se faire... ils ne vont pas quand même accepter se faire harakiri. Pour eux, ce sont eux la victime, notamment à travers l'Ukraine. Et la Russie, ils veulent traiter la Russie du diable. Donc pour eux, pour être bien vu, il faut s'aligner quand même sur la position occidentale. Et c'est ce que nos chefs de l'État doivent quand même essayer de ne pas montrer aux yeux de Poutine et aux yeux de tout le monde, parce qu'il n'y a pas que le bloc occidental et le bloc russe, il y a aussi d'autres pays qui sont assez très puissants. Il y a le Qatar aujourd'hui qui est très puissant, il y a l'Arabie Saoudite qui sont très puissants financièrement. Ce sont des pays qui font assez de financement vers l'Afrique aujourd'hui. Je pense qu'il faut diversifier quand même la coopération. C'est ça aussi qui nous pose problème. Le fait de toujours être soit allié à la France, soit avoir des partenariats avec les USA, ça pose problème, et on a l'impression que nos pays africains sont quand même sous la coupole de ces pays-là, d'autant plus que quand tu vois l'Union africaine aujourd'hui, c'est financé pratiquement par ces pays. On n'a pas une certaine autonomie. Vous allez voir le vote qu'il y a eu la fois dernière concernant la position russe et autres. Il y a certains pays africains qui n'ont pas clairement dit leur position. Oui. Ça veut dire qu'ils ont quand même une certaine pression. Parce qu'on a des relations avec les deux blocs. C'est difficile aujourd'hui de se prononcer. La relation avec le bloc occidental plutôt est très poussée par rapport
à la relation avec la Russie qui est en train de venir progressivement sur le continent. La Russie aujourd'hui est dans une position où il faut quand même faire venir beaucoup plus les pays africains, les adouber et autres, alors que l'Occident a déjà une assise sur le continent. Mais qui est aussi en train de prendre du recul, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais quand même, leurs intérêts sont toujours là. Leurs intérêts sont toujours là. Et quand tu vois celui-là qui a mené les négociations, c'est un magnat de cette France-Afrique-là, oui. Oui, de la France-Afrique et aussi de l'exploitation des ressources minières. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait assez d'argent et qui aujourd'hui, pour lui, bon, ce serait bien de mener une négociation, d'autant plus qu'il est du côté russe. Donc, reste à savoir si lui aussi, il n'a pas donné des consignes au chef d'État africain pour que, bon, il penche un peu du côté russe. Et il sait très bien, parce qu'il a dit, bon, c'est le début du début, il sait très bien que ça ne va pas aboutir, mais quand même, il faut y aller. Y aller comment? Et rapporter quoi? Peut-être c'est un peu ça la question qu'il faut se poser. Alors, on a plus de chances aujourd'hui de mener des négociations au plan économique et commercial ou carrément tout est foutu à l'eau? Non, sur le plan économique et commercial, c'est plus plausible. C'est pourquoi je dis que la base a été faussée. Il fallait déterminer une autre, plutôt comment on le dit, stratégie. Que bon, ça aurait été bien. Il ne faut pas aller dans une posture de cesser le feu. On ne peut pas y arriver parce qu'on n'a pas les moyens de pression. Mais y aller pour faire des négociations commerciales et financières, je pense que c'est mieux par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et les engrais, on en a besoin. Le blé, puisqu'on n'en produit pas pour le moment, on a même du mal à transformer les produits qu'on a en pain aujourd'hui. Donc, il faut quand même y aller pour négocier avec l'Ukraine et la Russie pour que ces produits-là puissent venir en toute quiétude. Mais aller pour apporter la paix, pour une négociation qui va déboucher sur le cessez-le-feu, je ne pense pas que nous sommes en mesure de le faire parce que nous n'avons pas les moyens. Et ces pays-là nous traitent en dérision. Ils ne nous respectent pas tellement, c'est parce qu'ils ont leur intérêt que bon, ils acceptent quand même de nous recevoir pour discuter avec nous. Et pourtant, ils étaient venus aussi en Afrique négocier des positions africaines pour les soutenir dans cette affaire. Le ministre des Affaires étrangères russe était sur le continent, une délégation ukrainienne était également sur le continent. Le président Zelensky a même demandé à plusieurs fois à être reçu par l'Union africaine. Il a fait des plaidoyers pour que l'Afrique, en tout cas de façon unanime, porte sa voix pour soutenir la cause de l'Ukraine. Est-ce à dire que finalement on ne sert à rien, même si des gens sont derrière nous pour demander notre alignement derrière eux, leur cause? Non, si on dit qu'on ne sert à rien, c'est un peu trop dire. On sert à quelque chose, on sert à beaucoup. On dit toujours que l'Afrique représente l'avenir du monde, mais je le dis toujours, si on ne fait pas attention, ce sera l'avenir réellement du monde, mais pas pour les Africains. Et ces Occidentaux-là et ces Orientaux essaient quand même de faire un rio sur le continent. Sergueï Lavrov a fait son tour sur le continent. Ensuite, Emmanuel Macron est passé. Ça veut dire que nous représentons quelque chose. Maintenant, est-ce que nous-mêmes, nous prenons conscience de la valeur que nous avons? C'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème aujourd'hui. Si nous ne prenons pas conscience de la valeur que nous avons, ben, nous allons toujours nous faire harakiri devant ces gens-là qui réellement ont besoin de nous. Si aujourd'hui l'uranium qui est sur le continent est exploité par ces gens-là, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de bien réfléchir et exploiter cela à notre faveur. Merci et on laisse ces gens-là venir sur le continent, prendre ça pour aller faire leur nucléaire et tout. Et c'est grâce à cela qu'on a peur. Si aujourd'hui on a les géants du continent comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et autres qui n'ont même pas une arme nucléaire pour faire peur à ces gens-là, c'est parce que nous sommes mal partis, comme l'a dit un certain René, l'Afrique noire est mal partie. Alors, il faut retenir, selon vos propos, que l'Afrique n'a pas vraiment de chance dans cette négociation. Peut-être on pourra réorienter la discussion pour trouver un peu de blé, un peu d'engrais et puis revenir sur le continent. Un dernier mot, Spéro, avant qu'on aille au Mali. Je voudrais juste, par rapport à moi, corriger une ou deux choses de ce que Gabin dit. Les Africains ne valent rien pour les Européens et les Russes. C'est le continent africain. C'est les ressources minières dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de nous. Des Africains, non, mais du continent, peut-être le sous-sol, oui. S'ils peuvent s'amuser à débarrasser le continent des êtres humains que nous sommes, ça va se faire très facilement et puis ils seront à l'aise. C'est parce qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne le font pas. Parce qu'en réalité, quand ils ont voulu que nous soyons alignés, c'est juste pour que, au niveau de la communauté internationale, on puisse dire, voilà, tout le monde en dehors de la Russie est contre la Russie. C'est tout.
C'est C'est simplement juste ça. Voilà. Sinon, À part ça, on n'a pas d'autre valeur. C'est rien du tout. Il y a une sagesse africaine qui dit quand deux éléphants se battent, les petits ont plutôt intérêt à se cacher. Donc ce n'est pas en réalité notre intérêt d'aller chercher à régler ça. Nous avons mieux à faire. Nous avons d'abord à régler les conflits qui sont sur le territoire africain. Merci. Maintenant, si nous allons en Ukraine et en Russie, c'est plutôt pour demander qu'on nous envoie nos denrées dont nous avons besoin, notamment l'engrais et le blé. Merci. Je reste avec vous, Spéro, pour prendre la direction du Mali. Notre deuxième sujet, donc, les Maliens qui sont appelés aux urnes ce 18 juin pour un vote un référendum constitutionnel. Alors, les Maliens sont appelés aux urnes ce 18 juin pour approuver ou non la nouvelle constitution soumise par la junte à un référendum que conteste l'opposition hétéroclite et qu'une insécurité persistante compromet plutôt dans de nombreuses régions. Ce vote est le premier organisé par les colonels au pouvoir depuis la prise en 2020 du pouvoir par la force à la tête de ce pays plongé dans une profonde crise multiforme, sécuritaire, politique et économique. Il est un jalon saillant sur le chemin censé conduire à un retour des civils à la direction des affaires en mars 2024. Ce scrutin s'annonce aussi également comme un scrutin test pour Assimi Goïta et les autres militaires de la transition aujourd'hui qui sont tantôt contestés, mais aussi quelque part très soutenu par une partie de la population, Spiro. Oui, bon, je pense que c'est vrai, c'est un test. C'est un test pour voir où en est la popularité dite de la junte, enfin, du gouvernement malien actuellement. Mais moi, je pense que ce n'est que le premier référendum qui est fait. Un des premiers référendums, parce que à court à moyen terme, je pense que le Mali sera encore obligé de revoir sa constitution. Là, il y a eu une urgence. L'urgence, c'est de pouvoir assainir un peu les problèmes sécuritaires. Et donc, je pense que le gouvernement malien de transition a essayé de faire des tests en ce sens-là. Et quand vous voyez dans la proposition, il y a notamment le renforcement un peu très exorbitant des pouvoirs du président. Et je ne suis pas sûr que dans 20 ans, dans 30 ans, cette constitution va répondre toujours aux aspirations des Maliens qui seront obligés de changer. Vous savez que quand vous êtes en période de paix et que vous proposez une constitution, ça n'a pas les mêmes réalités que quand vous êtes en période de crise et que vous proposez une constitution. Et à mon sens, moi je me suis attendu à ce que quand les militaires ont pris le pouvoir et qu'ils ont demandé un délai plus long, je me suis attendu à ce qu'ils fassent un test qui soit assez périn dans le temps. Mais tel que je lis les tests, avec les premières dissensions qui commencent par arriver avant même que ça ne soit voté, je crains qu'à très court terme, peut-être pas très court, mais moyen terme, qu'on soit obligé de changer encore cette constitution-là. J'aurais pensé à un moment donné, parce que le territoire malien est assez vaste, 1,24 million de kilomètres carrés, je pensais qu'ils auraient pu essayer de voir s'ils ne peuvent pas mettre en place les institutions d'un État fédéral. Comme ça, au moins, le territoire sera morcelé de façon à ce qu'une semi-autonomie de chaque groupe puisse permettre un développement de ces groupes-là. Un État fédéral, ce n'est pas ce qui est prévu, mais quand même un renforcement des gouverneurs, des régions. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que c'est toujours un État centralisé, un État unitaire, mais avec des ramifications. C'est toujours difficile de contrôler. Vous savez, même quand vous prenez les États-Unis, si on s'est amusé à avoir un État unitaire, ça va être très difficile de contrôler tout. La Russie même n'est pas arrivée à le faire. Ouais. Voilà. Donc, je pense que ça aurait été l'idéal. Bon, maintenant, ils ont... Est-ce que les contestes aussi du Mali n'ont pas aussi... C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il y a peut-être les contingences actuelles qui font que... Mais quand vous prenez les gens de l'Azawad et autres qui voulaient déjà une autonomie, je pense que l'idéal aurait été... Mais je suis sûr, j'imagine quand même qu'ils ont exploré ces pistes-là.
Est-ce qu'en réalité, il y a des pesanteurs qui ont fait qu'ils ont dû abandonner et régler, ou ils veulent plutôt privilégier la sécurité qui est plus facile à faire avec un État unitaire? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, le problème est là. Okay. Et malheureusement, c'est vrai que tout le monde va chercher à voir Assimi Goïta dans la Constitution, ce qui serait une erreur, parce que tout le monde va se dire il va faire une Constitution pour pouvoir lui-même être président. S'il le fait ainsi, ce serait dommage. Ce serait dommage. Parce que moi, on y reviendra tout à l'heure. Oui, juste pour terminer, que ces gens-là doivent peut-être incarner le recul dont on a besoin. Donc, il fait tout et il se met quelque part pour voir comment les choses vont évoluer. Merci beaucoup. Gabin, les Maliens sont appelés aux urnes ce 18 juin. Un scrutin test pour Assimi Goïta et ses frères d'armes, ou bien, comme le pense Spero, ce sera peut-être un test à moitié parce qu'à moyen terme, il va falloir reprendre. Oui, parce que tu sais, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce référendum va permettre, ou bien va faire voir si le Mali est à même d'organiser les élections présidentielles à venir en 2024. Aujourd'hui, déjà le 11 juin, je pense que les militaires ou bien les forces de l'ordre avaient déjà fait leur vote, même si dans la région septentrionale, il n'y a pas eu de vote. Je pense que c'est déjà une situation assez difficile pour le régime malien. Mais quand même, je pense qu'il y a du courage. C'est un courage assez important. Si vous êtes dans une situation comme ça, où vous êtes attaqué à chaque moment par des terroristes et autres, il faut quand même prendre des mesures exceptionnelles et surtout une constitution qui permet au chef de l'État de prendre les mesures qui pourront permettre à ce qu'il y ait la paix. Et je pense que c'est ce qui est fait. Aujourd'hui, si l'article 57 permet au président de déterminer la politique de la nation, même de nommer le Premier ministre et de le faire démissionner à tout moment et son cabinet, moi, je ne trouve rien de scandaleux à ça. Et les Maliens, le point sur lequel les détracteurs d'Assimi Goïta tablent est que c'est la laïcité qui est inclus dans la Constitution. Eux, ils ne veulent pas. Ils disent nous sommes des musulmans, par exemple, oui, qui s'est prononcé d'ailleurs sur la question. Donc pour eux, nous sommes des musulmans et ils préfèrent même qu'à la place de laïcité, qu'on mette un État multiconfessionnel. Pour eux, c'est nettement mieux. Ils ne veulent pas entendre parler d'État laïque parce que, bon, dans les États laïques, selon eux, c'est toujours la pagaille qui règne. Donc, pour moi, le Mali aujourd'hui est dans une situation assez exceptionnelle. Parce que attaqués, parce que en guerre, je dirais en guerre parce que ils sont en guerre contre les terroristes. Et aujourd'hui, vous connaissez les anciennes rébellions de l'Azawad aussi, qui aujourd'hui menacent le pouvoir en place, qui n'aurait pas d'élection dans leur bastion tant que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Donc pour eux, c'est très important. Mais Assimi Goïta a eu le courage d'aller à ces élections-là pour mesurer l'importance de ce qui va se passer. S'il ne le fait pas aussi, les gens vont en parler. Les gens vont en parler. Parce que c'est une étape obligatoire vers la fin de la transition. Oui, c'est une étape obligatoire. N'oubliez pas que IBK, en 2017, avait voulu faire ce genre de référendum, mais il n'a pas pu parce que, bon, heurté à l'opinion publique qui n'était pas d'accord. Donc, aujourd'hui, si Assimi Goïta a quand même une partie de la population qui est avec lui et qui veut aller à ces élections référendaires là, moi ça ne me pose aucun problème. Alors, ça ne me pose aucun problème, mais le problème aujourd'hui c'est que bon, il n'y aurait pas de vote sur certains territoires du Mali et ça a déjà commencé déjà le 11 juin avec les militaires et forces de sécurité. Donc aujourd'hui, la préoccupation que nous devons avoir, c'est comment arriver à faire pour que nous puissions sécuriser l'État malien. C'est très important aujourd'hui. Si le Mali n'arrive pas à couvrir tout son territoire pour faire des élections aujourd'hui, c'est à cause de ces terroristes-là qui y sont. Et si aujourd'hui la Constitution est taillée pour que Assimi Goïta puisse avoir la main libre pour pouvoir prendre certaines décisions, pour qu'il n'y ait pas assez de pôles de décision, c'est pour lui permettre, à l'État malien d'arriver à une situation où il y ait l'homogénéité.
C'est très important. Alors, je voudrais qu'on aborde l'aspect des critiques. Il y a plein de critiques. D'abord sur les pouvoirs qui sont conférés avec cette nouvelle constitution au chef de l'État. Vous aviez évoqué une partie tout à l'heure, la possibilité de nommer et de démettre un premier ministre, ce qui n'était pas le cas avant. Les pouvoirs sont renforcés sur plusieurs aspects, mais également, il y a certains qui pensent qu'une nouvelle constitution suppose la fin de la charte de la transition, charte qui oblige maintenant les militaires à ne pas se présenter pour l'élection fin de transition, pour conduire maintenant les civils à la tête du pouvoir. Si cette charte n'est plus en vigueur et qui n'est pas clairement dit dans la nouvelle constitution que la transition actuelle ne pourra pas se présenter, ça laisse une porte de sortie à Assimi Goïta et ses autres camarades de se présenter à ces élections, ce que certains critiquent. D'autres pensent que le territoire n'est pas totalement reconquis en matière de sécurité, donc il ne faut pas en tout cas aller aux élections si on n'est pas sûr que tout le monde pourra voter. D'autres pensent qu'il y a certaines dispositions qui ne sont pas prises en compte. Par exemple, la laïcité qui est critiquée et aussi certaines critiques du MNLA, le mouvement la coordination des mouvements de la Zawa, de la CMA plutôt, et tout ça là rentre dans les critiques. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces critiques-là? Est-il encore important d'aller à ce référendum ou bien il fallait mieux peut-être prendre un recul, reprendre toutes les considérations en cause et puis relancer le référendum après, Spiro? D'abord, un président élu a beaucoup plus de légitimité qu'un président qui est issu d'un coup d'État. Mais qui a été investi par la Cour constitutionnelle. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Le suffrage universel est plus important et ça donne une certaine légitimité dont chaque chef d'État a vraiment besoin. Et donc, à un moment donné, un chef élu démocratiquement aurait plus de légitimité à prendre un certain nombre de décisions que le chef d'une fraction militaire qui est au pouvoir. Et donc, dans tous les cas, c'était vraiment important que la transition puisse finir. Et de toutes les façons, ça a été les premiers points d'accord entre le gouvernement actuel de la transition et les institutions internationales. On voulait tous que la transition prenne fin. Et donc, c'est important d'aller à la fin de la transition. Mais est-ce qu'il fallait aller directement avec la constitution actuelle du Mali? Non, on ne pouvait pas parce que honnêtement, je suis de ceux qui pensent que cette constitution-là souffre d'imperfections. Et ces imperfections-là ont été quand même relativement corrigées. Il y a quand même 77 articles qui ont été ajoutés. Donc je pense qu'on a essayé d'une façon ou d'une autre de corriger ça en donnant un peu plus de pouvoir au chef de l'État. C'est vrai. Bon, maintenant, donner pouvoir au chef de l'État de façon exorbitante, ça craint toujours vous savez, celui qui a du pouvoir, il est souvent tenté d'abuser du pouvoir. Donc si on lui donne trop de pouvoir, on craint qu'une dictature puisse très facilement s'enraciner. Et donc ce n'est pas... Mais malheureusement, ce qui ne va pas à l'actif d'Assimi Goïta, c'est que tout le monde le lit à travers la Constitution. Tout le monde pense qu'il l'a fait pour pouvoir se présenter, alors qu'il n'a pas encore dit qu'il va se présenter. Et dans tous les cas, moi je pense que même si Assimi Goïta abandonne l'armée pour être président, il n'a plus les mêmes réflexes, les mêmes réactions qu'un militaire qui est au pouvoir. Et donc, ce n'est peut-être pas bon pour lui dans la mesure où il veut asseoir quand même la sécurité du Mali. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux prévoir, par exemple, un peu plus de pouvoir également pour que le chef de l'État, chef des armées, par définition, puisse maîtriser le territoire malien? Je pense que c'est tout ça là qui a été mis. Bon, mais dans tous les cas, c'est un jeu démocratique. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec la constitution qui doit être faite. Quoique, c'est un oui qui va sortir, avec tous les appels qui sont... ça sera plébiscité. Il y a les Maïga, tout ça là, qui ont déjà dit oui, donc ça serait un oui. L'enjeu serait de voir combien de personnes on a pu obtenir pour faire le vote, et quelle partie du territoire a pu être couverte par le vote. C'est seulement ça qu'on peut mettre en jeu. Sinon, le contenu, déjà, même avant le vote. Maintenant, dans l'application, est-ce que ça va être une bonne chose pour le Mali? Ça, c'est des questions
qu'on va peut-être, avec l'évolution des choses, essayer de voir. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas pu éplucher complètement la Constitution. Mais maintenant, une dernière chose, ce problème de laïcité, je pense que il faut couper la poire en deux. C'est vrai que c'est un pays qui a tendance à être qualifié de pays musulman, mais tout le monde qualifie le Sénégal aussi d'être un pays musulman, et pourtant, c'est la laïcité qui est là-bas. Donc, je pense qu'il vaut mieux mettre la laïcité pour que les imams ne continuent pas par diriger de façon officielle le pays, mais que ce soit toujours le chef de l'État qui dirige le pays, mais en donnant toujours de la liberté de religion à chacun. Merci. Un mot, Gabin, sur ces critiques-là? Oui, moi, c'est tout à fait normal. Hein, c'est le jeu démocratique et bon, tout le monde ne peut pas être d'accord sur la Constitution. Mais moi, le problème, c'est que est-ce que Assimi Goïta ou bien les autorités de la transition sont habilitées à pouvoir faire voter une nouvelle Constitution? Moi, c'est là toute ma question. C'est que critiquent certains parce qu'ils ne sont pas légitimement élus. Ils ne sont pas légitimement élus et pour moi, ce n'est pas à eux quand même. Hein, même si ils doivent le faire, ça doit être dans une approche assez participative. Et il s'est fait que, bon, ils ont un comité assez restreint qui a eu à élaborer cette constitution-là qui aujourd'hui a 195 articles contre 122 pour l'ancienne constitution. Donc pour moi, c'est une situation assez compliquée. Assimi Goïta, bon, beaucoup de personnes lui prêtent l'intention de pouvoir briguer un mandat présidentiel en 2024 et beaucoup le lisent à travers la Constitution. Et il y a une certaine polarisation aujourd'hui. Les gens disent que bon, si tu votes aujourd'hui pour la Constitution, c'est que tu votes pour le mandat présidentiel d'Assimi Goïta. Et il y a certains Maliens qui sont en train de voir ça. Il y a des relents religieux qui sont rentrés dedans, notamment avec Imam Diko et autres. Bon, on verra la suite ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est un jeu démocratique et tout le monde ne peut pas être d'accord. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite, s'il vous plaît.